Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Michel. Pour assouvir sa dépendance au jeu de casino, il a volé de l'argent. Alors au début, j'en prenais sur des réserves familiales. Au comité d'entreprise, j'ai pris 32 000 € en tout. Tout ce que j'ai foutu en l'air, à cause du jeu, mes enfants et tout, j'ai quand même détruit pas mal de choses. Et aussi l'histoire de Johan. À 28 ans, il ne vit que par et pour le poker. Vous êtes couché à quelle heure ce matin? Ce matin, je me suis couché aux alentours de 6-7 heures du matin. C'est une belle journée de travail, ça, hein? Oui, on peut appeler ça comme ça. Enfin, Marc Lévy sera face au public pour nous raconter son histoire. Steven Spielberg, quand il vous appelle, qu'est-ce qu'il vous dit? C'était un choc énorme de parler à Steven Spielberg. Ça l'est encore, c'est une conversation que j'ai... Enregistré? Ouais. Gardé? Ouais. Vous appelez comment? Stéphanie. Vous avez quel âge, Stéphanie? J'ai 20 ans. Vous venez d'où? Je viens de Paris 14e. Oula, il y a un bébé qui parle déjà? Vous faites quoi dans la vie? Je rentre en première année de licence de droit. C'est une année importante pour vous, celle-là, hein? Oui, plutôt. Des encouragements pour Stéphanie. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue d'abord chez nous. Pour commencer cette émission, je propose d'écouter d'abord l'histoire de Michel. Michel est un heureux père de famille, comblé, il a 48 ans. Il est trésorier dans une grande entreprise. Et puis, comme 3 Français sur 5, il tente un jour sa chance au jeu d'argent. Michel gagne, alors il rejoue, et il rejoue encore, et il ne s'arrête plus de jouer. Sans s'en rendre compte, Michel est tombé dans la spirale du jeu, il est devenu véritablement un accro du jeu. Chaque fois que j'allais au casino, que je perdais de l'argent, en sortant, je disais c'est la dernière fois. Je ne rentrerai plus dans un casino. Par contre, le lendemain, j'avais oublié et j'y retournais. C'était plus fort que moi. Michel a 50 ans, il y a 6 ans, pour la première fois de sa vie, il rentre dans un casino. Il gagne 10 fois sa mise. Ébloui par la facilité de gagner de l'argent, il tombe dans une spirale infernale. Quand on arrive la première fois, on gagne. Et là, si on n'a pas un peu de volonté, eh bien, on se laisse avoir. Au début, c'était pour gagner. Et à la fin, c'était même plus pour gagner, c'était pour moi une drogue. Il fallait que je joue. Je ne voyais que ces machines. Michel joue de plus en plus et perd beaucoup. Il veut se refaire. Il est incapable de s'arrêter. Seul problème, comment trouver de l'argent? Alors au début, j'en prenais sur des réserves familiales, de l'argent que mon épouse plaçait. J'ai pris 20 000 francs, soit 3 000 €, quoi. Et après, j'ai piqué dans le compte du comité d'entreprise, et d'autant plus que c'était facile pour moi, j'étais trésorier, donc au comité d'entreprise, j'ai pris 32 000 €. Mon entourage n'était pas au courant, et pour aller jouer, j'étais obligé de mentir à ma femme, à ma famille. Mais un jour, en épluchant les comptes, Nicole découvre que le livret d'épargne est vide. Michel lui avoue tout. Nicole est profondément choquée. Au moment où j'ai appris tout ça, bon, je me suis sentie trahie. Trahie, trompée, il avait menti. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était accro au jeu à ce point-là et qu'il était descendu aussi bas. Moi, je me suis vue dehors à poil avec les 3 gamins, être obligée de vendre la maison. Je me suis vue dans des difficultés financières extrêmes, quoi. Là, j'ai pensé plus d'une fois à partir avec mes 3 gamins, à le laisser tout seul. J'étais complètement désespéré. Je ne pensais plus à ma famille. Là, je pensais qu'à ce que j'avais fait, et je pensais qu'à mourir. J'avais plus envie de vivre. C'était après le jeu, ça. J'ai fait des tentatives de suicide. Vous avez commencé à quel âge, en fait, à jouer? J'ai commencé à jouer, j'avais 44 ans. Vous avez jamais joué avant? Jamais. Comment vous êtes entré là-dedans? Par hasard, on allait faire un stage avec un collègue du travail. Et il m'a dit, bon, on va rentrer dans un casino. Alors pour moi, pour rentrer dans un casino, j'étais jamais rentré. Je me suis dit, il faut être bien habillé et tout. J'étais en jean, comme aujourd'hui. À la fin du compte, je suis rentré. J'ai joué 50 francs et j'ai gagné 500 francs. 10 fois plus? Oui, 10 fois plus. Qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Eh ben, je me suis dit, c'est de l'argent facile à gagner. C'est trop simple. Ça, on joue, on gagne, c'est chouette. À la fin du compte, bon, ben,
c'est pas du tout ça. On gagne au début, mais après on ne gagne plus. Et on finit par perdre plus qu'on a gagné. Au bout de combien de temps vous êtes devenu accro? Tout de suite après, mais bon, en revenant, 8-10 jours après, j'ai commencé à aller jouer, mais je jouais d'abord des petites sommes. Et après, j'ai fini par jouer beaucoup d'argent. Régulièrement? À quelle fréquence? Au début, c'était peut-être une fois par semaine. À la fin, c'était 3-4 fois par semaine. Vous aviez un casino à portée de main? Le casino pas loin de chez moi, le plus près était quand même à 50 km. Ah oui, donc c'était toute une organisation quand même. Oui, je faisais 50 km, 100 km aller-retour. Et vis-à-vis de votre famille, vous pensiez quoi? Vous y pensiez comment? Eh bien, j'étais tellement absorbé par le jeu que bon, ma famille, j'y pensais pas. Pour moi, j'allais là-bas, c'est un peu comme une drogue, c'est un peu comme le tabac, comme l'alcool. Non, mais on peut fumer des cigarettes et boire un petit verre sans toutefois oublier sa famille. Oui, mais moi, j'ai tout oublié, moi. Enfin, quand je jouais, j'oubliais tout. Et pour moi, il n'y avait que ces machines. On va demander à Nicole de venir nous rejoindre. Elle va peut-être nous expliquer et mieux nous faire comprendre tout ça. Ça va? Vous êtes rendu compte de ce qui se passait chez votre mari? Pas du tout. Au Comment départ, ça se fait, pas ça? du tout. Eh bien, au départ, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'il avait pris donc, notre épargne. Et donc, un an après, il a été démasqué, puisqu'il avait détourné de l'argent du comité d'entreprise. Alors, en tout, quelles sommes ont été détournées? Bon, sur nous, il a détourné, il n'y avait pas beaucoup, mais enfin, il y avait 20 000 francs. Et puis, au comité d'établissement, il a détourné 32 000 euros. Pardon? 32 000 euros, ce qui représente 200 000 francs. Comment vous avez fait pour détourner 32 000 euros? J'étais trésorier dans le comité d'entreprise, donc il y avait de l'argent qui était passé. Donc c'est plus de 200 000 francs, c'est une somme hallucinante. Hein. Oui, je piochais dedans. Mais bon, au début, je m'arrangeais pour que les activités qui étaient prévues puissent se faire. Et la dernière année, alors là, j'ai carrément plongé. Là, j'ai pas compté. Mais vous pensiez à quoi? Vous aviez l'impression de commettre des délits? Bien sûr, mais je me disais, je vais gagner et je vais pouvoir rembourser. Est-ce que vous en avez compris, vous, cette passion bizarre? Eh bien, moi, j'en ai pas compris grand-chose au départ. Je trouvais inadmissible qu'on puisse... parce que finalement, comme rival, j'avais une vulgaire machine à sous, un tas de ferraille plastique. Et elle avait sacrément du pouvoir pour... Séduire votre homme plus que vous? Moi, personnellement, je ne suis jamais rentrée dans un casino. Et puis, je pense que je suis vaccinée. Oui, là. Combien vous dépensiez par jour, Michel? Par jour, à la fin, je dépensais... ça m'arrivait de dépenser 300 €, 300-400 €. Voire 500. Ça va vite, hein. Donc vous étiez incapable d'arrêter de jouer. Vous avez donc volé 3 000 € au compte commun, 32 000 € à votre entreprise. Les répercussions sur votre vie professionnelle et sur votre vie familiale ont été très dures. Je suis tombé dans la dépression. J'ai fait des tentatives de suicide. Je voulais vraiment mourir parce que c'est la honte d'avoir pris de l'argent qui n'était pas à moi. Pour Michel, les conséquences de ses actes sont lourdes. Il est licencié immédiatement par son entreprise, condamné à rembourser tout ce qu'il a pris, soit 33 000 €. Il écope aussi de 5 mois de prison avec sursis. L'addition est lourde, Michel est à bout. J'ai tenté 4 fois de me suicider à cause du jeu. Mais la 4e fois, j'ai voulu me jeter d'un pont. Et en pensant à mes enfants, je ne l'ai pas fait. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait se tuer alors qu'il avait 4 enfants. Et je trouvais que c'était lâche de faire ça. À ce moment-là, donc, comme il était vraiment en gros désarroi, je l'ai fait interner dans un hôpital psychiatrique sur les conseils du médecin. Et ça m'a permis aussi de l'éloigner de moi, parce que ça évitait peut-être des accrochages dans l'immédiat. Autre conséquence importante, Michel a été placé sous curatelle pendant 2 ans. Seule sa femme pouvait accéder à l'argent du ménage, une décision prise en commun par le couple. S'il avait refusé la curatelle, ça voulait dire qu'il ne voulait pas s'affranchir de son vice et moi, j'étais pas prête à vivre avec le jeu. C'était l'un ou l'autre, il l'avait accepté ou alors on se quittait.
Ce qui me faisait le plus mal, c'était d'être dévalorisé. Je faisais comme un enfant, je lui donnais comme si je lui donnais de l'argent de poche. Bon, tout ça, il fallait le faire sans l'humilier, parce que mon but, c'était pas de l'humilier. Même si depuis quelques mois la curatelle est levée, Nicole a toujours du mal à avoir confiance en son mari. Elle a d'ailleurs encore la carte bancaire de Michel dans son sac. Moi, je préfère la garder. Parce qu'on ne sait jamais. T'as pas encore confiance? Non. Elle devrait avoir confiance, maintenant? Ben non. Elle a raison de se méfier. Je serais à sa place et elle à la mienne, bon, je me méfierais aussi. Elle aurait joué, je me méfierais, même des années après. Donc je la comprends. Mais moi, je sais que je ne veux plus aller dans les casinos. J'ai vraiment les casinos en horreur maintenant. Et bon, je sais que j'y retournerai. Quand est-ce qu'il aura restauré votre confiance? Retrouver votre confiance? Ça, je sais pas. Et en plus, je sais pas si je la retrouverai un jour, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il y est tombé une fois, on ne sait pas. Il peut se trouver dans une situation où il rentre dans les casinos, peut-être avec des camarades. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et moi, c'est... non, ma confiance, je crois qu'il y aura un moment où... C'est un problème de confiance. Est-ce que c'est aussi un problème d'amour? Est-ce que ça abîme la relation d'amour que vous avez tous les deux? Ça l'a pas mal abîmé quand même. On est en train de refaire surface, mais ça l'a pas mal abîmé. Il y a quand même eu pas mal de mal de fait. Qu'en pensez-vous, Michel? Oui. Moi, bon, ben... Il peut pas dire qu'il m'aime si en même temps, il préfère aller vers des machines à sous. Vous l'aimez, votre femme? Et bien sûr. Et mes enfants aussi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous êtes venu nous dire que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, qu'il faut quoi? Se surveiller? Faire attention. Faire attention parce qu'en France, il y a rien pour prévenir. Les casinos disent oui, chez nous on a de la prévention, c'est du bluff. C'est pas vrai. Bluff, c'est un terme de jeu, ça. Hein? Oui, mais enfin bon, c'est faux. C'est à partir du moment qu'on amène de l'argent dans un casino, c'est tout ce qui compte pour eux. Vous en pensez quoi, Marc? Est-ce que ça veut dire qu'on aime plus le jeu que sa femme, qu'on aime moins sa femme quand on tombe dans des spirales comme celle-ci? Au départ, je ne pense pas que ce soit quantitatif. Tout le monde aime jouer, mais pas forcément à des jeux d'argent. Donc, le jeu n'est pas seulement un vice, c'est une maladie. Donc, votre époux, madame, souffre de quelque chose d'assez difficile. Mais c'est une maladie qui nous tombe dessus à un moment de la vie ou qu'on avait déjà avant? Si vous voulez, il y a toujours une fragilité en chacun d'entre nous qui peut se transformer en conduite addictive. Pour certains, c'est le jeu. Pour d'autres, c'est la passion amoureuse. Pour d'autres, c'est la vitesse. Pour d'autres, c'est l'alcool. C'est un vice ou une maladie? Eh ben moi, j'ai eu du mal à admettre pendant longtemps que ça pouvait être une maladie. Bon, maintenant, moi-même, quand c'est une addiction, je pense, comme le tabac ou la cigarette, moi, j'ai fumé pendant longtemps, j'ai arrêté du jour au lendemain. Donc, le jeu, c'est vrai ça a dû le faire souffrir aussi d'arrêter, parce qu'il a quand même arrêté du jour au lendemain aussi. Et il a dû quand même souffrir. Les 3 points d'attirance, Marc, quels sont-ils? L'émotion, d'abord. L'émotion, le côté magique. Ensuite, la possibilité de rêver pendant un moment. Attendez, la dimension magique, c'est quoi? On vient d'arriver à Disneyland ou... Voilà, il se passe quelque chose quand vous jouez. Je ne sais pas si vous avez joué un petit peu vous-même. Ça m'est déjà arrivé, oui. Voilà, mais il y a un côté magique. Le bruit, les bruit, musiques, les lumières, etc. Tout le problème, c'est la quantité de jeu et la répétition. Mais un moment comme ça, c'est comme un bon coup à boire. Bon. Ensuite, la possibilité de rêver, parce qu'on a tous besoin de rêver. Là, c'est un rêve dangereux, mais c'est un rêve infiniment respectable s'il est régulé. Et tout ça termine généralement mal lorsqu'il y a addiction, c'est-à-dire répétition. Si on joue de temps à autre, ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'on passe de 2, 3, 4 fois par semaine ou plus, là, effectivement, on est dans une situation à très haut risque. Vous êtes spécialisé dans l'addiction. Vous diriez que Michel est dépendant encore aujourd'hui, même s'il a réussi à résoudre son problème depuis quelques années? Malheureusement, oui. Si vous voulez, on est tous dans des situations à risque lorsqu'on a franchi, au fond, un certain seuil. Mais le fait qu'il soit dépendant ne signifie pas qu'il va repiquer et ne signifie pas qu'il faut se juger comme dépendant, puisque ce genre de choses, on a un niveau de changement relativement faible, il faut être réaliste, et vivre avec ça de façon convenable. Vous en pensez ? Moi, de toute façon,
Je pense pas que je retournerai dans un casino. D'abord, je ne m'approche plus des casinos, c'est simple. Et même les jeux de hasard, je n'y touche plus parce que bon, il suffirait de gratter, de gagner 100 € pour que je recommence. Vous avez peur de vous-même? Oui, j'ai peur. Vous donnez l'impression d'avoir peur de vous-même, de vous surveiller, quoi. Bien sûr, oui. On va voir dans un instant qu'il y a toutes les possibilités, toutes sortes de façons différentes de tomber dans cette addiction du jeu. La suite de toute une histoire, voici un aperçu de ce qui vous attend un petit peu plus tard dans l'émission. Tout de suite, dans toute une histoire, l'histoire de Johan. À 28 ans, il n'imagine pas passer une journée sans jouer au poker. La relation que j'ai avec le poker aujourd'hui, c'est une relation passionnelle. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une drogue. Par contre, c'est vrai que je ne peux pas m'en passer parce que j'aime ça. Enfin, l'écrivain Marc Lévy sera face au public pour nous raconter son histoire. Si j'avais pas pris le risque de tout plaquer pour continuer, le premier bouquin aurait été qu'un mensonge, donc j'ai pris le risque. Alors, il ne faut pas qu'on puisse donner l'impression que ça s'est réglé comme ça d'un coup de cuillère magique. Vous avez été condamné à des sommes assez lourdes, à des durées de prison avec sursis, 5 mois de prison avec sursis. Oui. Quelle amende? Et l'amende de rembourser la somme. C'est-à-dire 32 000 € que vous deviez à votre ancien employeur. Voilà. Vous remboursez combien par mois? 150 €. Ouais. Michel, il est difficile pour vous d'aborder ce sujet avec tous vos proches. Donc vous culpabilisez encore d'avoir embarqué toute votre famille dans cette spirale, mais vous avez décidé, il y a quelques jours, donc, de crever l'abcès. Bon, je regrette un peu ce que j'ai fait. Enfin, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Et je regrette d'avoir joué, bon, ça vous le savez, hein. Et pour mes enfants, je regrette d'avoir fait une tentative de suicide, d'avoir voulu mourir. Redis ce que tu m'as dit, Tony. Que je voulais pas que tu meurs. Voilà, et moi, bon, ouais, j'étais trop bête. Moi, j'ai pas réalisé que je vous laissais dans l'ennui. Et t'avais pas vu que la vie continuait. T'étais concentré sur ton malheur, t'étais concentré sur tes soucis. Et tu voulais disparaître et tu t'es pas dit que la vie continuait. C'est pour ça que... Enfin, moi, je pense que t'as occulté 2 ans et demi de ta vie, là. J'ai failli tout pourrir, quoi. J'en ai déjà pourri pas mal et j'ai failli tout pourrir le reste. Mais bon, maintenant, je suis reparti sur une nouvelle route et... Donc on va essayer de reprendre. Ouais. Je vous adore. Mais après, ça se reproduira plus. Je serai avec vous maintenant. You diamonds on a ring of gold. You say. Sur quoi vous pleurez? De voir tout ce que j'ai foutu en l'air à cause du jeu, mes enfants et tout. Vous n'avez pas perdu vos enfants? Je n'ai pas perdu, mais... Vous n'avez pas perdu votre femme? Ben non, mais... C'est miraculeux. C'est miraculeux, ça. J'ai quand même détruit pas mal de choses. On m'a dit, vous êtes interdit de casino, mais si je veux, je peux rejouer. Pour tous ceux qui nous regardent, je voudrais que vous nous disiez quelle leçon vous tirez de l'histoire, de cette histoire. Quelle leçon j'en tire? Eh ben, c'est qu'il faut faire très attention. Faut pas se laisser si on se sent pas capable de résister, parce qu'on peut toujours essayer de jouer et de repartir et terminer. Mais si on est comme moi et qu'on se sent pas capable de résister, c'est qu'on n'a pas la volonté et la force, eh bien, il faut pas se... La leçon de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on peut quand même s'en sortir? On peut s'en sortir. Grâce à l'amour, c'était le baiser de la réconciliation? Peut-être bien, là, oui. C'était bien le baiser de la réconciliation. Vous le savez, Nicole, vous qui avez, autant que vous pouvez, autant que vous puissiez, soutenu Michel, qu'il n'est pas simple pour l'entourage de supporter l'addiction au jeu. Certains couples sont brisés et il faut se souvenir de ce qu'a dit Marc à l'instant, l'addiction au jeu peut être une véritable maladie.
Je joue environ 2 à 3 fois par semaine. Moi, j'ai déjà gagné jusqu'à 500 € en une soirée. Le maximum que j'ai gagné en 1h30 dans un cercle, c'est 1 200 €. Comme 24 millions de Français, Eric et Avner jouent au jeu d'argent, mais eux sont dans l'excès. Ils font partie des 300 000 à 500 000 joueurs excessifs qui sont devenus des accros au jeu. J'ai joué pendant pas mal de temps sur Internet. Sinon, je joue au blackjack, au punto banco, différentes variantes de poker. Ça reste dans le même esprit, quoi. En fait, quand on veut jouer de l'argent, on peut jouer à n'importe quoi. C'est l'esprit qui compte. C'est une défonce, c'est-à-dire une personne qui entre dans un univers un peu clos, qui est l'univers du jeu, et qui va vibrer dans cet univers exactement comme quelqu'un qui boit ou qui fume un pétard, par exemple. Ça devient une véritable drogue, c'est-à-dire que le sujet a l'impression qu'il ne peut plus vivre si jamais il ne peut pas entrer dans l'univers du jeu, au même titre que le drogué. Dans un cas ultime, je pense que je pourrais arrêter de jouer, mais j'arrive pas à concevoir pour l'instant que quelqu'un puisse m'interdire de jouer. Il n'y a aucune raison après tout. Le mari d'Anne non plus n'a pas voulu s'arrêter. Pour jouer, il a vidé les comptes de la maison. Anne a mis 3 ans avant de s'en rendre compte. Un matin, il s'est levé, il s'est assis sur le divan complètement déprimé. Il dit, moi ça va pas du tout, quoi. Il faut que tu m'aides. Et puis là, ça a fait tilt. J'ai dit, toi, tu as des problèmes d'argent, tu joues. Il dit, oui. J'ai dit, écoute, c'est une maladie, je vais t'aider, je suis là, on va aller ensemble, tu vas te faire soigner. Et là, il est rentré dans une colère monstrueuse en disant, mais non, j'en ai parlé, c'est pas si grave, tout le monde joue, mes copains ont tous fait ça une fois ou l'autre, c'est toi qui exagères, c'est pas grave. Et bon, je lui ai dit, écoute, ou on va ensemble et tu acceptes de te faire soigner, ou tu pars. Je pars. Oui, Anne, jusqu'à quelle somme il a dépensé? Oh, c'était l'équivalent d'un salaire par-ci, par-là. Est-ce que vous auriez quitté cet homme s'il n'était pas accro au jeu? Je ne pense pas. Parce que le jeu l'a entraîné dans une espèce de dépression petit à petit qui faisait qu'il était devenu difficile de vivre avec lui. Comment vous avez choisi votre moment pour poser votre ultimatum? Eh bien, le jour où il m'a avoué que la veille, il avait de nouveau bien dépensé, il avait joué, qu'il jouait. Là, j'ai eu un choc parce que je n'imaginais pas ça. 3 ans auparavant, il m'avait aussi avoué qu'il avait dépensé beaucoup et qu'il ne pouvait rien, l'équivalent d'un demi-salaire en 2 nuits, et qu'il ne pouvait rien m'offrir pour le lendemain, qui était le jour de mon anniversaire. Donc, je me demandais ce qui se passait. Je pensais que c'était une femme. C'est comparable à une femme? Non. Je crois que ça aurait été beaucoup plus facile si ça avait été une femme, une maîtresse, parce que bon, c'est clair, les choses sont claires. Et puis, la rivale aurait été clairement désignée, c'est ça? Non, mais on sait pourquoi on se sépare. Et puis, même si on est triste, bon, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Ici, ça a été très déchirant de se séparer, parce que malgré tout, bon, je crois que je l'aimais encore à ce moment-là, mais je n'avais plus la force de continuer. Je remercie Anne pour son témoignage. Notre prochaine histoire est celle de Johan. Johan est-il dépendant? Alors c'est toute la question qu'on va voir ensemble, chacun aura son idée. Johan, depuis l'âge de 18 ans, est fan de poker. Il dit qu'il n'est pas dépendant, lui. Il est joueur occasionnel au départ. Aujourd'hui, il ne peut plus se passer de jouer. Ses journées sont faites de full, de carré, de can flush. Le poker, c'est devenu sa vie. Johan a 28 ans. Comme tous les soirs, il se rend à un tournoi de poker dans un cercle de jeux parisien. Il est 21 h et Johan restera ici jusqu'au petit matin. J'ai commencé le poker à l'âge de 12 ans en vacances en Espagne. C'est mon cousin qui m'a appris. Au bout d'un quart d'heure, j'étais accro déjà à ce jeu. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans et depuis, j'ai jamais arrêté de jouer. Après une longue nuit de jeu, Johan se réveille vers 15 h. Pour assurer un revenu mensuel de 5 000 €, il commence à jouer sur Internet. Diplômé de la grande école d'ingénieur central, il a décidé de changer de vie pour se consacrer entièrement au poker.
Il y a des gens, ils se réveillent, ils vont bosser. Ben, moi, c'est pareil. Aller jouer sur Internet, c'est mon gagne-pain. C'est approximativement 25% de mes revenus aujourd'hui. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une drogue, parce que j'aime ça. La relation que j'ai avec le poker aujourd'hui, c'est une relation passionnelle. En début d'après-midi, Johan sort de chez lui, il a rendez-vous avec des amis et là encore, c'est pour parler cartes et jetons. C'est un peu débile ce que je vais te dire, mais sur cette table de débutant, ne serait-ce que pour être capable de manipuler les jetons comme ça peut faire peur. Moi, je connais un excellent joueur, il fait semblant d'éternuer, il pousse ses jetons et il fait la relance exacte pile. Le soir venu, la pression est grande pour Johan, qui se confronte à de grands joueurs. Dans ce cercle dédié au poker, il peut gagner jusqu'à 1 200 € dans la soirée. Là, la compétition est, je dirais, sans aucune limite. Il n'y a plus d'amitié qui compte. Maintenant, on va se battre pour être le meilleur. À peine le tournoi a commencé, Bruno Solo, un grand fan de poker, rejoint Johan à sa table. À une époque, le comédien était lui aussi accro à ce jeu. Une époque, je jouais beaucoup. Quand j'étais juste responsable de ma propre pomme et que je n'avais de compte à rendre à personne. Maintenant, j'estime que j'ai des comptes à rendre à mon entourage professionnel, familial, amical. Johan, lui, n'a de compte à rendre à personne. Il est actuellement célibataire. Sa vie de joueur lui permet de s'offrir beaucoup, mais il lui manque peut-être quelque chose d'essentiel. Avoir toujours la même activité et fréquenter toujours les mêmes endroits n'encourage pas à rencontrer toujours beaucoup de monde. C'est pas le meilleur moyen, je dirais, pour rencontrer l'âme sœur. Mais j'y pense, oui, bien sûr. Parfois, parfois, je me pose des questions. Je me demande quand est-ce que j'aurai des enfants. Je suis comme tout le monde. Je vous demande d'accueillir Johan. Merci. C'est moi qui reçois. Faites comme chez vous. Vous êtes sorti comment en écoutant les histoires de nos précédents invités? J'avoue que l'histoire de Michel est un petit peu triste. Mais bon, personnellement, on n'a pas du tout le même rapport par rapport au jeu. Vous sentez que vous dominez la chose? C'est-à-dire que Michel est un joueur de casino, était un joueur de casino qui jouait à des jeux d'argent où a priori c'est pas évident de gagner. Moi je joue au poker, donc je joue face à des gens comme vous et moi. Je joue pas contre la banque, donc a priori vous avez des stratégies, vous avez des moyens d'arriver à gagner puisque c'est un jeu. Autour d'une table, il y a des gagnants et des perdants. Il y a des gagnants et des perdants, c'est vrai. Vous êtes couché à quelle heure ce matin? Ce matin, je me suis couché aux alentours de 6-7 heures du matin. Vous avez joué de quelle heure à quelle heure? J'ai joué jusqu'à 4h30 à peu près, et puis après j'ai regardé un film et je me suis couché. Vous avez commencé à quelle heure? J'ai commencé hier vers 16h. Ça, vous avez joué quoi? C'est une belle journée de travail, ça, hein? Oui, on peut appeler ça comme ça. Vous avez gagné? Hier, non, j'ai perdu. Combien? J'ai perdu 160 €, petite somme. Vous pouvez gagner votre vie avec le poker aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui gagnent leur vie grâce au poker. Et je pense que si vous voulez, c'est un jeu où l'esprit de compétition et l'esprit sportif prend le dessus sur le vice. Donc par conséquent, à partir du moment où vous avez un petit peu d'expérience, un petit peu de technique, vous allez atteindre un niveau qui va vous permettre un jour, à un moment donné, de commencer à faire des résultats. Et donc oui, de gagner votre vie. Je voudrais que vous réagissiez aux 9 critères de dépendance du jeu qui ont été mis en place par Marc. Okay. Vous êtes un peu joueur. Oui, oui. Là, vous allez me dire oui, non, etc. Mais surtout en me disant la vérité. Retournez-vous. Alors, 1, on pense au jeu. C'est vrai qu'on pense au jeu. Vous nous avez dit même que quand vous aviez 3-4 jours sans jouer, vous aviez pas comme des allumes, enfin des cartes qui vous passaient devant les yeux. Quoi. Alors voilà, c'est très simple. C'est vrai ou faux? Oui, bien. Alors, je vais vous expliquer dans quel sens on pense au jeu. Si je suis un joueur de roulette, peut-être je vais dire... je, dites pas on. Alors, parlez de vous. Bon, moi, je ne joue pas à la roulette. Si je joue à la roulette, peut-être je verrai des chiffres, je verrai des boules tomber sur le bon numéro et je serai très content. Moi, non, c'est pas ça. Comme je vous dis, dans mon poker, je travaille, mais
presque. Donc, je réfléchis à mes stratégies, j'essaie de m'améliorer, je lis, j'y pense, je me dis peut-être il faudrait améliorer cette version de mon jeu. Donc, effectivement, j'y pense, mais non pas comme une drogue, mais plus comme un travail. En cachette? Jamais. Tout le monde sait que je joue. Vous tapez mon nom sur n'importe quel moteur de recherche, vous avez a priori quelques-uns de mes résultats. Donc c'est jamais en cachette. Cacher. Vous ne connaissez pas le montant réel de vos pertes? Je sais exactement quand je perds et exactement quand je gagne. Vous tenez une comptabilité? Je tiens ma comptabilité récemment. Comme un bon père de famille, comme on dit? Non, pas comme un bon père de famille, plus comme un financier. On rejoue les sommes gagnées, c'est qu'on n'arrive pas à les capitaliser en fait. Ça, c'est quelque chose de strictement impossible pour moi, mais je pense que c'est possible pour certains joueurs. On met en place des stratégies de jeu? Oui, totalement. Emprunter de l'argent, ça vous est déjà arrivé? J'ai jamais emprunté d'argent. Ça vous est jamais arrivé? Jamais. On rêve d'arrêter de jouer, ça a déjà été votre cas? Non. Non, ça, on en est loin. On se sent capable d'arrêter. Est-ce que vous vous sentez capable d'arrêter d'abord? En fait, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais, parce que me dire que je me sentirais capable d'arrêter, ça voudrait dire pour moi que j'ai un problème. Et j'ai pas de problème. Donc Alors j'ai compté, je ne suis pas le roi de la stat comme vous, hein, mais j'ai compté 7 critères sur 9. Est-ce qu'on a affaire à un joueur au sens pathologique du terme, d'après vous? Au sens pathologique du terme, non. Ah. Oh. Ah. Ah. Oui. C'est la liberté individuelle, elle est infiniment respectable. Dans 1 minute chrono, la suite de toute une histoire. Avec notre invité. Prochainement dans toute une histoire, l'histoire d'Eva. Atteinte de mucoviscidose, elle est en attente d'une greffe de poumon. On est toutes les deux débattantes et on essaie de vivre à 100%, tout ce qui se présente. Quand elle est abattue, en général, elle se tourne plutôt vers les copines. Et aussi l'histoire de Cindy. Elle a choisi de donner les organes de son mari pour sauver des vies. Combien de vies ont pu être sauvées grâce à votre mari? 5 vies. On a pu en fait prélever les reins de Michael, le pancréas et le foie. Enfin l'histoire de Coralie qui a la chance de revivre grâce à une greffe. Je m'appelle Coralie, j'ai 18 ans et j'ai été greffée du foie à l'âge de 6 ans. Ce que je veux dire, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que le don d'organes existe ou pas, ça fait quand même des mourants. Je veux dire, ils seront toujours là. Et si ça peut servir la vie, c'est quelque chose de très beau et que ça fait des existences pleines de vie, pleines de rage de vivre, quoi. Voilà l'approche statistique de notre invité qui vous a bien raconté. Donc pour lui, pas de place pour la Shkumun, pas de place pour la Baraka. En tout cas, pour Fanny et Mathieu, nos prochains invités, eux, c'est plutôt Baraka. Ils sont fans de jeux concours et télé. Ils jouent, ils gagnent, ils rejouent, ils regagnent. Ça paraît facile comme ça, mais paraît-il, c'est très technique. C'est 11h15, il est l'heure de jouer là en fait. Donc je fais sonner les 2 téléphones pour avoir plus de chance. On va jouer pour tout de suite sur Maritima. Je vous offre de quoi faire un bon café le matin. Vous la gagnez cette machine donc si vous arrivez 20e ce matin au standard. Coucou Fanny. Oui, coucou Maritima. On va vous offrir une belle machine expresso avec les petites dosettes. Je suis très contente. Voilà, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Depuis que j'ai gagné au juste prix il y a 7 ans, j'ai compris que mathématiquement on pouvait gagner en jouant. Donc depuis, avec mon mari, on joue quasiment tous les jours. Ils viennent de donner le top à la radio. Il faut absolument qu'on essaie de les avoir. Il nous le faut celui-là. En effet, Fanny et Mathieu se sont bien trouvés. Depuis leur rencontre, les 2 joueurs invétérés ne se lassent jamais. Ils ont même transmis leur passion du jeu à leur petite fille Emma, tout juste âgée de 4 ans. J'ai gagné au concours de dessin. Ma barre est céleste, j'ai gagné à Tiji, à la télé. Après l'effort, le réconfort, dès qu'ils ont un moment de libre, Fanny et Mathieu en profitent pour aller récupérer leurs cadeaux. À la radio locale, on n'a pas le temps de s'ennuyer d'eux. Bonjour. Bonjour. Ah, vous revoilà. Ça faisait longtemps. Alors moi, il y a 15 jours, c'est un lecteur d'Ivix et ma femme. Moi, ce matin, une machine à expresso. D'accord. Voilà, vos cadeaux. Après, c'est pour moi, merci. Super.
Super ça. Ah bah super, chacun son Bah, sac. content. Merci beaucoup. Bon, ben, merci, merci à tous. Je pense Bon cadeau. dans pas longtemps. Ben ouais. Ben voilà. Câble. 2 cadeaux de plus. 2 cadeaux de plus, bah, il faudra attendre le mois prochain, parce que là, la radio, c'est cuit. On va taper un peu les autres. Ils doivent attendre un mois avant de rejouer, mais je pense qu'ils doivent noter le jour du jeu pour pouvoir revenir et pas rater le rendez-vous. Ils jouent souvent, mais ils gagnent souvent aussi. Hein. Je pense qu'avec Maritima, ils ont dû remplir leur appartement. Hein, et pas de problème. Hein. Et l'animateur n'est pas loin de la vérité. Donc ça, c'est la voiture que j'ai gagnée au juste prix. Toute la batterie en cuivre, tout ce service-là, avec les verres en cristal, tous les livres de cuisine. Un lecteur MP3, un autre lecteur MP3 mais multimédia, une super console de jeu. Bon, c'est vrai qu'on a quand même gagné de beaux cadeaux, quoi. Ouais, mais de toute façon, on n'aurait jamais pu se les payer. Hein. Ah ouais, c'est certain, hein, vu le prix que ça coûte, tous ces trucs, non. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on continue à jouer, parce que bon, il faut encore qu'on en gagne d'autres. Hein. C'est clair. Je vous demande d'accueillir Fanny et Mathieu, qui sont nos invités aujourd'hui, les gagnants. Bonjour Fanny. Bonjour. Ah, bonjour alors. Bonjour. Ça va? Ça va toi? Tu t'assois? Oui, tu viens? Où tu veux. Bien installé? Tu t'appelles comment? Emma. T'es bien jolie Emma. Tu joues? T'aimes bien jouer? Comme tes parents? Même vos enfants s'y mettent? Oui. Cette famille? Oui. Un peu, ouais. C'est un état d'esprit? Bah, c'est, on va dire, c'est une petite passion. Oh, j'ai l'impression que vous pensez qu'à ça, même presque. Hein. Non, on travaille quand même à côté de ça. Non, on peut pas dire ça. C'est l'opportunité qui nous fait jouer. Et... Voilà, on est des opportunistes, c'est tout. On n'a pas de mise, donc forcément, c'est facile. Vous êtes venu pour gagner quoi aujourd'hui? Je sais pas, on ne s'est rien proposé. Donc, parce qu'il faut voir. Un micro-ondes, vous en avez combien? On en a qu'un. Faut pas trop gagner ce genre de cadeau. C'est pas terrible. Qu'est-ce que tu dis? Tiens, c'est un micro pour donner la parole aux invités dans le public. Il paraît que toi, tu as gagné un voyage en Thalasso. Ah oui? Oui, c'est vrai. Un concours photo que... Moi, je veux un gros comme ça. Bah tiens, tu peux l'avoir. Mais non, pas celui. Non, celui de là-bas. Dans le reportage, vous énumérez certains de vos gains, mais pas tout. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui tout ce que vous avez gagné depuis que vous jouez? Alors, qu'est-ce qu'on a gagné depuis qu'on joue? Ça, moi, j'ai attaqué peut-être plus tôt que Fanny. À l'âge de 15-16 ans, j'ai gagné à une radio parisienne, grande radio parisienne plutôt. J'avais gagné des baskets, j'avais gagné une chaîne IFI, j'avais gagné des places de foot pour le Parc des Princes que j'ai jamais pu aller voir. Forcément, on habite à Marseille, c'est pas terrible. C'est pour l'OM. Donc voilà, enfin, je les avais reçus quand même. Hein, ouais. donc ça, et puis par la suite, après, donc il y a quoi, 4-5 ans, là, je m'y suis mis bien comme il faut. Et j'ai gagné. Ça commence par les consoles de jeu, les deux plus grosses du marché actuellement. Moi, je les ai toutes. Énumérez, dites-nous tout ce que vous avez gagné. Téléphone portable, appareil tu l'aimes bien finalement ce micro, oui. Appareil photo numérique, lecteur MP3, lecteur multimédia. Après, voyage au Sénégal, voyage aller-retour, une destination soleil. Encore un autre téléphone portable, GSM. Puis après, c'est Fanny. Quoi d'autre? Scooter. Moi, qu'est-ce que j'ai gagné? Moi, j'ai commencé par la vitrine du Juste Prix. C'est trop tard pour la Starac 6, hein, mais tu peux t'inscrire pour la Starac 7 si tu veux. Donc, vitrine dans laquelle il y avait... le thème, c'était la cuisine. Donc, il y avait une cuisine équipée que j'ai revendue parce qu'à l'époque, on était en appartement, donc j'en avais pas la nécessité. Comme je vous l'ai montré dans le reportage, tout ce qui était batterie de casseroles en cuivre, service assiette, cristal, etc. J'ai ma voiture, j'ai gagné un scooter. Quand vous faites, il y a une règle pour gagner à chaque fois? Non, il faut jouer. Faut être c'est au feeling aussi un peu. C'est-à-dire? À la radio, vous passez, si vous dites comme tous les autres, oui bonjour, c'est pour jouer à tel jeu, vous passez jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je sais pas, il faut pas faire comme les autres, il faut peut-être un peu faire le copain-copain avec le ou la standardiste et dire autre chose que ce que tout le monde dit en fait. Et là on se dit on a un bon client, on a un bon candidat. Oui, je pense qu'ils se disent ça, ouais. Parce que, à mon avis, ils parlent de tirage au sort
sur les radios, mais le tirage au sort, c'est un peu... Pas sur toutes les pas radios. trop, Vous y croyez pas trop, non. Non, ça dépend lesquelles. Ouais, les radios locales, oui, ils font un tirage au sort. Mais les grosses radios parisiennes, ils font pas de tirage au sort. Non, ils cherchent le bon candidat, celui qui a fait rigoler les auditeurs, celui qui a plaire à l'animateur, etc. Mais je pense, hein, je sais pas, je suis jamais... À votre avis, c'est comme ça. À mon avis, tout à fait, oui. Combien de fois vous avez gagné? Je sais pas, au 10 moins, fois, 100 fois? Non, plus que ça, parce qu'entre-temps aussi, j'ai gagné des places pour aller au concert de Johnny là récemment, les places pour aller à OM la semaine, il y a 15 jours. Je sais pas, j'ai dû gagner au moins 20-25 fois, facilement, quoi. Il y a des règles qui font qu'on n'a pas le droit de rejouer avant un mois. Vous trichez? Oui, ça arrive. Non, mais non, Si, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé une fois ou deux. On s'est fait passer pour un de nos meilleurs amis parce que j'avais trop joué et il m'avait démasqué, quoi. Voilà, donc j'étais obligé de me faire passer pour un de mes amis. Bon, en fait, c'était qu'un sac à dos, finalement, c'était pas terrible. Il vous paraît accro ou pas, Marc? Non, mais on retrouve les mêmes ingrédients. Hein. Petite passion, c'est génial comme mot. Petite passion, ça veut dire, eh ben, on a le rêve, on a la stratégie, et puis, comme dit Madame Stéphanie, donc, on mise pas, donc risque zéro. La vie est belle. Oui, c'est pour ça. On n'est pas. Les coups de téléphone, un peu. Oui, voilà. Ouais. Mais ça reste pas trop des numéros surtaxés. Vous avez entendu le témoignage de tous nos invités dans les premières parties de l'émission. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils avaient ressenti? Oui, Michel m'a beaucoup... ça fait peur. Ça fait peur si on venait à tomber dans ce système-là. C'est pas du tout le cas, mais ça fait... ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai vu le reportage. Vous pourriez jouer dans des casinos, aux jeux d'argent? Non. Pour vous, c'est très différent? On est déjà allé, quoi, avec des copains pour une virée entre copains, mais le maximum qu'on ait misé, c'est 10 €. Puis comme on perd en 3 secondes, on s'arrête, après on regarde gagner ou perdre les autres. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez parler de leur passion à eux? Rien à voir avec vous? Ils gagnent? Oui, ils gagnent, alors bon... Surtout, ils prennent pas de risques. Ils prennent pas de risques. Et ça change tout. Oui, avec beaucoup de gratification, plus, donc que dire. Oui. Ceci dit, on n'a pas l'ambition de gagner des grosses sommes, je veux dire non plus. On joue pour des petits jeux. On n'est pas dans le rêve. Non, enfin... Si, parce que voilà, on est dans le train. La dernière fois, moi, j'étais dans le train. J'ai vu une canette de boisson. Voilà. Il y avait un jeu derrière, la canette qui n'était pas à moi d'ailleurs. J'étais en train de boire un coup. D'un coup, j'ai vu marqué envoyer un texto. Et puis, il y a des moments gagnants. J'ai envoyé un texto et j'ai gagné à l'instant gagnant. Bon, peut-être qu'il y avait une petite part de chance aussi. Mais du coup, on m'a envoyé 2 places, un grand parc pour les enfants. Il y a de l'obstination. Merci d'être venu nous raconter votre histoire dans un instant. Nous recevons sur le plateau toute une histoire. L'écrivain le plus lu de sa génération, il est talentueux, il est créatif, et en plus il est beau. Les réalisateurs américains se battent pour faire de ses livres des films, et en plus il est beau, j'ai déjà dit, et en plus il est beau. Je lui demande d'accueillir Marc Lévy dans un instant sur ce plateau. Rien ne va plus dans votre couple, mais vous n'arrivez pas à vous séparer. Vous n'avez pas de relation sexuelle et cela ne vous manque pas. Vous avez une famille atypique. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans toute une histoire, l'histoire de Sidonie. Elle n'a connu son père qu'à l'âge de 23 ans, mais depuis 4 ans, elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Le jour de mes retrouvailles avec lui, c'était vraiment comme une deuxième naissance. Presque dans un sanglot, il m'a dit « Oh là là, quel dommage, tu embrasseras bien ta maman pour moi ». Mais aussi l'histoire d'Elisa, née d'une relation adultère. C'est à 8 ans qu'elle apprend la double vie de son père. Désormais, elle devra accepter de vivre avec ce secret. Donc voilà, je suis cachée du côté de mon papa, mais ça m'a jamais empêché de vivre et de faire ce que j'avais envie de faire. Sylvie, elle découvre à 38 ans qu'on lui a menti sur l'identité de son père. Aujourd'hui, elle est à la recherche de son géniteur. Je voudrais simplement avoir une identité, avoir un nom. Enfin, la comédienne Marthe Villalonga sera face au public pour nous raconter les secrets de son éternelle jeunesse. Allez, c'est parti. Ça, moi, je ne fais pas, ça. Marc Lévy, il est l'auteur français le plus lu. Il enchaîne les best-sellers. Il a vendu plus d'1 million d'exemplaires de son dernier bouquin. Il incarne un véritable phénomène littéraire. Merci d'accueillir comme il se doit Marc Lévy. Bonjour Marc. Allez-y.
D'où elle vient cette histoire? Celle-ci? En fait, c'est une histoire que je partage avec mon meilleur ami. Pas le contenu du roman, mais c'est une idée que nous avons ébauchée, mon meilleur ami et moi, qui s'appelle Philippe Guèze. Et voilà. Et ça fait longtemps. Mais lors d'une conversation comme ça, c'est... Non, en fait, au début, on voulait en faire un film, ce qui sera d'ailleurs le cas après. Et c'est parti d'une blague qu'on avait lancée entre amis. En fait, pour embêter un de nos copains qui monopolisait un peu la conversation à table. Parce que tous les 15 jours, il nous expliquait qu'il avait rencontré la nouvelle femme de sa vie qu'il allait épouser. Et vraiment, un jour, pour lui couper la parole et pour le laisser sec, on a balancé au milieu de la bande d'amis qu'on allait s'installer ensemble avec nos enfants pour essayer de reconstruire un genre de famille. Et en fait, ça a tellement étonné nos enfants qu'on s'est dit, tiens, nos amis, qu'on s'est dit, tiens, il y a peut-être une belle histoire. Est-ce que vous êtes surpris que vos histoires soient à ce point ressenties comme étant universelles? Dites-nous, la première fois que vous avez vu Spielberg au téléphone, Steven Spielberg, quand il vous appelle, qu'est-ce qu'il vous dit? C'était un choc énorme de parler à Steven Spielberg. Ça l'est encore, c'est une conversation que j'ai... Enregistrée? Oui. Gardée? Oui. Mais c'était un moment absolument incroyable. Ce qui était fascinant, c'est que, en fait, j'ai rencontré dans ma vie pas mal de gens qui passent leur temps à essayer de vous rappeler qui ils sont. Et lui, il est d'une telle humilité qu'il passe plutôt son temps à essayer de vous faire oublier qui il est. Et c'est un homme... C'est à retenir. Oui. C'est un homme extraordinaire. C'est une conversation qui m'a vraiment marqué. Ici, les invités viennent nous raconter leur histoire. Dans la vôtre, il y a un point qui est assez étonnant, c'est que vous aviez une autre vie avant, une autre vie professionnelle. Vous étiez architecte, vous êtes remis en cause pour arriver à ce métier que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé ce courage de faire tout ça? De changer de vie? En fait, je n'étais pas architecte, je dirigeais un cabinet d'architecture. Mais ce que j'avais essayé de faire dans mon premier roman, que je n'avais écrit que pour mon fils, en fait, c'était de lui dire que dans la vie, il allait rencontrer beaucoup de gens qui lui diraient que les choses qu'il voulait entreprendre n'étaient pas possibles. Et la seule chose que je voulais lui raconter dans cette histoire, c'était d'avoir le courage d'aller au bout de ses rêves. Et ce qui m'est arrivé avec le bouquin, c'était un rêve que j'avais même pas osé faire. Donc après, j'avais pas d'autre choix. C'est-à-dire que si j'avais pas pris le risque de tout plaquer pour continuer, le premier bouquin aurait été qu'un mensonge, donc j'ai pris le risque. Chapeau pour ça, vous avez accepté de répondre aux questions du public. Ouais. Voilà, chaque personne du public qui interroge Marc aujourd'hui a le droit à 2 questions. Une question perso et une question plus boulot. Qu'est-ce qui commence? J'aurais voulu savoir, vous dirigiez avant un cabinet d'architecture et je voulais savoir si vous regrettiez certains aspects de votre vie professionnelle passée. Pas du tout. Même pas la vie sociale? Non, je regrette pas du tout. Parce que là, vous êtes tout seul face à votre feuille blanche et avant, vous aviez tous les gens. Je vais vous dire très franchement, je pense que si j'avais été architecte, je le regretterais. Parce qu'il y a une... Voilà, moi, je gérais le cabinet, c'était passionnant. J'ai vraiment... je remercierai toute ma vie les gens avec qui j'ai pu travailler, parce que j'ai fait des rencontres formidables et que animer cette équipe d'architectes, c'était un métier passionnant. Mais je regrette pas, parce que, en fait, si je peux m'autoriser un mot d'humour, dans le métier d'architecture, vous travaillez des années à faire un bâtiment et finalement, ce que les gens vous disent, c'est que la porte du garage grince. Et dans un roman, personne ne vous reprochera qu'elle grince. Ça grince pas. C'était votre question boulot ou perso, ça? C'était ma question boulot. Perso. Ma question perso, je voudrais savoir, comme je sais que l'écriture vous prend beaucoup de temps, je crois que vous avez dit 8 mois pour l'écriture du roman et les 4 autres mois de l'année, vous passez votre temps à y penser. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il vous reste un peu de temps pour des passe-temps? Ah oui, oui, plein. Non, mais attendez, c'est un métier de feignant. Non, enfin, des informations dans cette émission, c'est bien, ça. Non, mais quand je dis c'est un métier de feignant, c'est que... Enfin, vous voyez, quand vous dites 4 mois pour y penser, c'est pas non plus... c'est pas 4 mois... Une vie. Non, c'est pas 4 mois incarcéré devant, vous voyez, devant une feuille de papier. Non, c'est un métier qui laisse énormément de temps. Ma seule inquiétude, c'est de pas avoir pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai encore envie de faire dans la vie. Donc, ce qui est derrière est derrière. Kim, une question. Alors, ma question, c'était à qui faites-vous lire vos romans en premier? Oula. Bonne question. À plusieurs personnes. Alors, je les fais lire... En fait, il y a... Pardon, mais parce que la réponse est double. Il y a ceux à qui je les fais lire par morceaux pendant. Et là, il y a pratiquement que 3 personnes, à savoir
bien sûr ma compagne, Susanna Léa, qui est ma meilleure amie et aussi mon agent littéraire, mais avant tout ma meilleure amie, et la plupart du temps, mon meilleur ami qui est Philippe Guez. Et quand le roman est terminé, je le fais lire, en premier, je le fais lire bien sûr à mon père, dont l'avis est très très important pour moi, et je le fais lire à un homme pour lequel j'ai énormément de respect et d'estime, qui s'appelle Antoine Audouard, qui est un immense écrivain, et qui est un écrivain qui a une générosité énorme, et donc qui a une critique généreuse, donc une critique constructive, et son avis aussi compte beaucoup pour moi. Et puis après, il y a sûrement d'autres gens que j'ai oubliés qui vont m'appeler pour me dire que je suis dégueulasse de les avoir oubliés. Merci Kim pour cette question. Comment s'appellera le prochain, vous savez déjà? C'est important? Non, je sais, mais je ne peux pas le dire. Ah, vous savez, mais pour quand? Pour quand? Quelque part l'année prochaine, entre le mois de mai-juin et le mois d'octobre-novembre. D'accord, donc voilà, vous avez ça à lire jusqu'à l'été prochain, avant de retrouver le nouvel opus de Marc Lévy. Merci d'avoir répondu aux questions des spectateurs. Merci d'avoir été avec nous.